de l'humanisme du XXe siècle, donc qui est un transfuge de la Révolution espagnole et qui a monté à Saint-Alban, en Lozère, près de Mende, un des éléments qui vont être le moteur de ce qu'on appelle la psychiatrie institutionnelle, dont le dernier personnage important s'appelait Jean Louis, et où encore je connais des gens qui travaillent. Saint-Alban est toujours ouvert. C'est un centre dans lequel finalement les accueillis, les malades mentaux, quand vous y allez, ils sont... On ne sait pas si c'est les malades ou si c'est les infirmiers. Et il y a toute une façon d'accueillir la pathologie mentale. Donc Toscaès a été vraiment un des éléments porteurs, mais il y a bien longtemps. Moi, il y a longtemps que je dis. Oui, mais... François Toscaès? Il n'y a pas longtemps. Enfin bon. Dans les années 90, je pense. Voilà. Oui, c'est ça, ouais. Bon, alors, Jean-Pierre ne pouvant pas projeter des images qui étaient prévues, une série d'images qui étaient soit des photographies, soit des représentations de tableaux. La fois précédente, il y en avait un certain nombre que nous n'avons pas utilisés. Les éléments, si vous voulez, des photographies que nous depuis le mois de janvier, je suis dans ce que j'appelle un vrai vertige. On est autour de cette espèce d'idée de vertige, avec des personnages qui rappellent un petit peu les anges. Chez Walter Mayama, il y a une image fétiche, je l'appellerai comme ça, qui correspond à un tableau que l'on aurait pu présenter du peintre Paul Klee. Paul Klee qui, j'en dis un petit mot rapidos, qui est mort curieusement quelques mois, il est mort en début juillet, je crois, de 1940, alors que Walter est parti ailleurs le 26 septembre. Ce tableau, dont je vais faire un mélange, il se trouve que par hasard, comme j'ai demandé à un ami, il n'a pas fini, artiste, de me le découper pour en faire une girouette. Et je lui dis, sur une face, tu reprends un petit peu le tableau de Paul Klee. Alors, comme il n'est pas là, vous ne pouvez pas le voir, mais peut-être certains d'entre vous l'ont vu. Peut-être il a... Ben, le voilà. Non, il n'est pas là. Je n'ai pas le bouquin sur lequel il apparaît. Peut-être celui-là, ouais. Bon, ça a son importance parce que, outre, si vous voulez, que c'est une image, il va l'utiliser, si vous voulez, dans son univers pour un rappel que je ne traiterai pas aujourd'hui et qui n'apparaît pas tout le temps dans son œuvre, qui est dans une correspondance avec la Kabbale. Donc vous savez ce que c'est un peu la Kabbale juive. Donc nous rentrons dans un monde hébraïque. Les références, si vous voulez, que j'avais la dernière fois mises ensemble étaient l'œuvre de Kafka, Franz Kafka, donc qui est mort lui en 1924, de l'année 1924, de la tuberculose, et qui est presque un double, si vous voulez, de Walter Benjamin. Il y a comme ça des images qu'on va utiliser sous certaines formes aujourd'hui. Il s'interroge, lui, sur une notion pas simple qui s'appelle le concept image. Benjamin. On peut prendre celle-ci. Bon, je dis fétiche parce que c'est une façon de parler. Il acquiert cette œuvre dans une exposition de Paul Klee, qui est lui-même juif, en 1921. Il y a une grande exposition. Il avait déjà, lui, sa femme Dora. Il s'était marié, Walter Benjamin, on va remonter un peu comme ça par des flashbacks. Il s'était marié en 1917 avec Dora. Son mariage sera un peu chaotique. Ils auront un enfant qui s'appelle Stéphane, l'année après. On va retrouver d'autres Stéphane, d'ailleurs. Je ne sais pas si il y a une raison qui se retrouve.
Et disons, dès les années 20, c'est-à-dire 3 ans après son mariage, le couple va un peu capoter et le divorce se fera bien plus tard, dans des conditions un peu difficiles. On en dira un mot. J'essaie, si vous voulez, un peu de brosser, pour les personnes qui ne connaissent pas, le parcours singulier de ce personnage, qui est né à Berlin en 1892. Et parmi les images possibles, mais nous n'avons pas nos amis allemands, là, si je n'ai pas certains termes allemands. Madeleine va venir. Voilà, Donc, pas des Allemands. Mais écoutez, c'est évident, hein. Je voulais parler de la colonne de la victoire à Berlin. Les Allemands et une Allemande On à avait Paris. besoin d'un mot allemand. Je ne sais pas comment on dit la colonne de la victoire à Berlin. Siegessäule. Voilà. Voilà. Et apparemment, Walter n'habitait pas très loin, Ah oui, il m'a pas dans demandé. le centre de Berlin. Et cette image, très indirecte, qui n'apparaîtra pas sur un écran vide, aurait été inspirée par un film de Wim Wenders, qu'on a traduit en français par Les ailes du désir. Ah, c'était génial ce film. Comment? J'ai adoré. Avec C'est Peter un Pan. très beau film. Voilà. Et dans ce film aussi, on a des anges qui viennent sur Terre et qui vont décider de devenir mortels. On va voir un peu les anges et les démons aujourd'hui. Je n'avais pas prévu. La raison pour laquelle aujourd'hui j'oriente mon propos, vous m'arrêtez quand vous voulez, vers ça, parce que j'ai quelqu'un en analyse qui n'est pas de notre culture et qui a apporté une fois des éléments de son vécu, et une injure dans cette culture très très violente pour un jeune homme. Son père l'a traité, son père qui le battait et qui battait toute sa fratrie, l'a traité de fils de Satan. Et c'est extrêmement violent, mais nous sommes un peu éloignés apparemment de ces mondes-là. Benjamin, on ne sait pas très bien où il en était là-dedans. Hein. Enfin, je vais quand même y venir un petit peu, dans cette espèce de fantasmagorie imaginaire, où l'enfer de Dante est évoqué, si vous voulez, et où l'ange et le démon sont en concurrence, je dirais. Donc, on remonte un petit peu, comme toujours, et on va voir le fond avec Freud aussi, un peu aux origines, et à Lucifer, par exemple, cette histoire-là. Dans l'image que j'ai demandé à cet ami de me faire, que j'aurais pu apporter, donc il sera un truc en bois, une girouette. Il y a d'un côté le côté Angelus Novus, qui est le nom du tableau de Paul Klee, et de l'autre côté, je lui dis, tu me fais un petit côté un peu plus démoniaque. Il y a cet aspect un peu qu'on peut appeler Janus, chez Walter Mayama, cette espèce de côté double, qu'on va retrouver finalement, probablement dans toute sa façon d'orienter sa démarche. Avec des choses qui ont l'air opposées parfois. On va en dire quelques mots. Mais déjà, si vous voulez, cette image de Janus est une des formes de ce côté double du personnage. Pour aborder... Alors, je risque de vous donner des choses un peu théoriques difficiles, vous m'arrêterez... Enfin, difficiles. J'appelle ça des bifurcations. Donc, madame me parlait d'écologie, et donc, en fait, j'essaie d'imaginer ce système comme un écosystème, le monde de Benjamin. Je le découvre et j'y rentre, effectivement. Vous me dites qu'il y a des déchets chez Benjamin, le déchet, c'est important. C'est important donc, chez Lacan aussi, sous d'autres formes, sur la question du reste. Il y a la ruine, enfin, on verra tout ça. Vous voyez quand même les dates. 1917, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a plein de gens qui s'étripent à coups de baïonnette. Il y a du gaz qui tombe du ciel, du périte, parce qu'on va revenir sur les gaz plus tard. On a parfois des confusions quand on parle du problème du gazage du juif. Peut-être pas tout à fait les mêmes gaz, mais enfin l'idée générale est assez terrible. Benjamin, puisqu'il se marie en 17, échappe, se débrouille pour ne pas participer en tant qu'Allemand. Donc il est né en 1892, donc il était bon pour le service en 17, il se démerde. Il ira en Suisse. Parmi ces zones de bifurcation
que je vous adresse, on va essayer de les comprendre pour nous-mêmes. Parce que moi, ce qui m'éclaire chez Benjamin, aujourd'hui, qui me fascine, qui m'intéresse, outre le vertige que ça provoque, c'est que ça nous ressemble, bien sûr. Et que finalement, ce qui ressemble à sa vie, qu'on peut voir comme un destin, c'est ce que dit un peu une de ces personnes qui étaient proches de lui, qui s'appelle Hannah Arendt, qui a écrit un livre magnifique, un petit livre où elle parle de lui. Parce qu'on va parler de lui, si vous voulez, ce qu'on est en train de faire, et en même temps, comment l'œuvre, immense en fait, immense quant à sa qualité, à sa densité, à sa complexité, nous interroge aujourd'hui, encore, alors que le sujet, si vous voulez, le plus... Alors, je ne vais pas tous, hein, parce qu'il n'y a pas longtemps que je travaille là-dessus, mais enfin... Et les passages, parce que nous on va parler de frontières et de passages, qui est le Paris capital du XIXe siècle. On peut faire un pont, si vous voulez, justement, dans ces lignes de bifurcation, entre la réalité, si vous voulez, que décrit Benjamin dans ce livre dont nous allons parler, qui est quand même un livre composite, un peu complexe. Ce n'est pas lui qui l'a fait, c'est une série de textes divers qui correspondent, pour ce qui concerne les titres des textes, à justement des personnages essentiels du XIXe siècle. Et comment, dans l'espace historique, sociologique de cette époque, ils sont représentatifs d'éléments, ce que je peux appeler des soubassements du socle, qui vont peu à peu, si vous voulez, arriver à organiser, enfin, à voir comment s'organise le XXe siècle et nous-mêmes. Même quand on voit ce qui se passe aujourd'hui dans les dernières histoires politiques, on pourrait, en jouant un peu, faire voir à travers le prisme de Benjamin des choses qui nous rappelleraient ça. Donc il est en 1892, il va avoir une enfance berlinoise, c'est un de ses plus beaux textes que j'ai pas là. Et d'ailleurs, je vais partir là-dessus. Je ne vais pas m'autoriser, ce qui serait un peu prétentieux, de faire comme une psychanalyse de Benjamin, mais il y a toujours une petite tentation de reprendre sous cette idée-là quelque chose comme ça. C'est-à-dire, comme cet homme parle de beaucoup de choses, et surtout à partir de livres, il se livre très peu, il ne se livre pas. Si on prend un type comme Freud, que j'ai mis la dernière fois aussi un peu en même temps, Freud meurt en 1939. Ils n'ont pas le même âge. Hein. On va voir, si vous voulez, quand on prend des gens comme ça, qu'il est assez important peut-être de noter les différences d'âge, de génération parfois, mais ils sont en même temps là. Freud meurt en 1939, Paul Klee meurt en 1940, et puis d'autres personnes qu'on va voir, c'est-à-dire les proches, qu'on a signalés la dernière fois, des quelques personnages qui font partie de son environnement, et qui vont lui permettre aussi, par leur écoute, de poursuivre un travail. C'est-à-dire des rapports d'échange autour de Je mettrai une étiquette talmudique, puisque je me suis permis à ceux qui j'ai envoyé des courriers comme ça, d'évoquer quelque chose donné dans le monde juif, quand même. Et peut-être certains, vous peut-être pas, je ne sais pas à qui l'envoie, Jean-Pierre. J'avais éventuellement fait une aparté, d'écouter éventuellement un petit truc sur France Culture qui traitait de Freud et de l'homme Moïse et la religion monothéiste. Donc, qui est un texte qui a paru dans sa totalité. Je ne pense pas que Benjamin l'ait lu, mais il connaissait parfaitement la psychanalyse, il en parle très peu, et je pense qu'il emprunte des choses pour la psychanalyse. Aujourd'hui, j'aurais, en l'occurrence, si vous voulez, de vous montrer ces choses. Enfin, est-ce qu'il les emprunte? C'est difficile à dire. Vous savez, quand une période du temps de l'histoire est observée comme ça, on voit qu'il y a des ressemblances. L'impressionnisme se fait à un moment donné, d'autres mouvements se font à un moment donné, et si on avait montré le tableau d'Arcimboldo, qui est un tableau du XVIe siècle, fait qu'avec des livres, j'aurais essayé de vous en parler sous un plan cubiste. Ouais, c'est des périodes, si vous voulez, où
où la façon dont ce qu'il appelle peut-être les images concepts nous reviennent, et si on voit un tableau de Braque, on sait à peu près, si on a un peu regardé du bouquin ou si on s'y intéresse, et de Picasso, de quelle époque il s'agit. En même temps, il y a un autre peintre qui l'intéresse, c'est Max Ernst, dont je ne parlerai pas ici, mais il était prévu de mettre aussi, depuis la dernière fois, C'est rien. Il marche plus. Il marche pas. oui, bon, Il a alors, marché à la salle Novelty. Mais là. bah, écoutez, on va faire un peu d'abstraction. Alors vous m'arrêtez si parfois ça... Je pars un peu sur des pistes, mais je vais les ramener tout le Il temps. ne se livre pas, il se livre beaucoup dans la correspondance, et surtout dans le journal de Moscou, dont on parlera tout à l'heure, qui sera représenté le 24 juin par Denis Lavant. Dans le journal de Moscou, c'est vraiment le texte le plus pathétique et personnel. Je l'ai pas lu dessus. C'est le texte, et encore, il se retient un peu, sauf à la fin. J'ai pas tout. Il pleure à la fin, quoi. D'accord. C'est un très beau texte. Alors pour ce qui concernait, si vous voulez, Max Ernst, j'ai beaucoup d'affection, enfin j'ai beaucoup d'intérêt pour ce peintre. Le tableau qui était prévu, j'avais prévu de vous montrer, reste un peu dans le cadre de ce que j'appellerais encore les images concepts de l'angélologie, c'est-à-dire de l'ange. En fait, c'est un personnage terrible qu'il appelle le... Tu te rappelles comment il appelle ce tableau? Par plaisanterie, il l'appelle... Enfin, c'est pas importe. En réalité, il le peint, j'ai essayé de trouver les dates, c'est pas clair, peu de temps après le Guernica de Picasso. Je vais en même temps essayer de montrer, si vous voulez, qu'à cette époque, la violence et les ruines sont déjà présentes, même si Benjamin, lui, les interroge dans le passé. Donc ces êtres qui sont, peut être mi-anges, mi-démons, qui sont en espace imaginaire, sont quand même, ont une présence intéressante, par exemple, dans le surréalisme. On peut être là-dedans. Donc les références indirectes, alors peut-être tout le monde ne va pas lu tout ça, à Lautréamont, par exemple, on voit des gens comme ça, nous mettent à l'esprit une ambiance mentale dans laquelle Benjamin, progressivement, va rentrer ou se reconnaître. Son parcours en tant que personne, puis après on essaiera de voir un peu des choses un peu plus théoriques, si vous voulez. Bon, donc il va passer son enfance scolaire à Berlin, et là qu'il verra probablement, apparemment il n'habitait pas très loin de la tour de la victoire, enfin de la victoire des Prussiens sur... Ah, ça commémorait en fait la victoire des Prussiens en 70 à Sedan, vous savez. On a pris une pine, et puis après quand même il y a eu la commune, à laquelle Walter Milamène attache beaucoup d'importance, et dont on dirait quelques mots par rapport justement à la position politique dans laquelle il va s'engager progressivement. Aussi à partir d'idées qui fomentent, dès le XIXe siècle, et probablement, et même certainement, à la suite de la grande Révolution française, 89-93, et qui va se poursuivre jusqu'à la Révolution d'octobre en 17 en Russie, et puis bon, la suite, qu'on va voir. Donc ce jeune garçon, dont je vais vous lire des éléments de sa vie, parce que c'est là où je vais emprunter aujourd'hui un petit peu des choses imaginaires, une espèce de fantasmagorie qui est probablement plus qu'une fantasmagorie, si vous voulez, présente probablement des caractères d'un enfant très, très discret, très secret. Il va garder cette attitude apparemment toute sa vie, même avec beaucoup de distance vis-à-vis des gens, et je ne retrouve pas, bon, je ne vais pas vous dire systématiquement, je vais chercher, j'ai plein d'éléments, si vous voulez. Ce que dit Hannah Arendt, qui est plus jeune que lui, et qu'il a rencontré plus tard, elle dit qu'elle n'a jamais vu quelqu'un d'aussi seul que Benjamin. Alors, vous voyez quand même cette particularité de cet homme génial qui traverse le monde, on va voir, le monde européen, puisqu'en fait il ne va pas le quitter, il va être un peu pris, si j'ose dire, dans cette nasse. J'appelle ça comme ça. Il se trouve que je fais des apartés sur ma vie. Ce matin, comme je savais que j'allais vous parler, que je ne savais pas de quoi... Enfin, je savais de quoi on allait parler. Pas directement. J'ai lu le dernier texte d'un auteur italien, Le désert des Tartares, de Dino Buzzati. Et son dernier texte est assez troublant, il est en train de mourir d'un cancer du pancréas.
à partir du désert des Tartares et d'une phrase qui est dans le désert des Tartares, qui va nous servir de. Ben, je l'ai déjà fait, des machins, hein. La frontière, s'il s'agit d'une frontière. Et la particularité qui est très kafkaïenne, pour ceux qui ont lu un peu de Mizotti, un de ces textes un peu emblématiques s'appelle le cas, en référence. Toujours, c'est sûrement probablement l'auteur qui a été le plus proche de la pensée de Kafka, qui est en fait une espèce de chose qui poursuit au destin à laquelle il ne pourra pas échapper. On est comme dans le destin de Benjamin. Ce que dit d'ailleurs, je vais peut-être vous le lire si je le retrouve, d'une certaine façon, un aperçu, parce que si on prend l'aperçu d'Hannah Arendt ou de Gershom Scholem, à propos de quelqu'un de qui ils sont très proches, ils n'ont pas nécessairement des opinions qui sont totalement objectives. Enfin, je vais essayer de retrouver quand même la façon pour parler de... Je n'ai pas prévu de parler de ça. Oui, voilà. À propos du démon, parce qu'on est déjà avec le démon. Je n'oserais pas dire que le cas c'est un démon, c'est autre chose. C'est une bestiole. Alors que moi-même, je n'ai pas mis en introduction, je n'ai pas osé le dire, enfin, j'ai pris pas mal de plantes hallucinogènes en Amazonie, et que j'ai croisé des cas, enfin, je veux dire des bestioles qui... Une espèce de requin, j'ai retrouvé le cas de Buzzati, je ne peux pas vous parler de l'horreur de ça, mais j'en dirai un mot un jour. C'était le propos que j'ai tenu pendant plusieurs années autour de ces choses-là, autour des chamans, disons. Et donc, je vous lis quand même ce qu'elle dit à propos de Benjamin, puisque nous, on s'intéresse à Benjamin parce qu'il est encore là, si vous voulez. On serait à, je ne sais pas où, à Poitiers ou à Bordeaux, peut-être, on y attacherait moins d'intérêt. Enfin, cette présence un peu magique, singulière de cet être qui est passé par là, je pense qu'elle a... Dans la mairie, il est passé dans la mairie, là. Il dit, voilà, pourtant, on ne peut pas certainement dire qu'il négligeait consciemment la précaution. Il faisait gaffe, il est très précautionneux. Au contraire, il savait que, guillemets, le démon de la malchance le guettait, et je ne connais pas d'homme qui ait pris davantage de précautions. Après, je ne vous lis pas la suite. On ne peut pas dire qu'il était, si vous voulez, paranoïaque. Il se situait, lui, dans le cadre de la mélancolie. On va le voir, un petit peu dépressif. On ne va pas s'autoriser, nous, à faire une lecture clinique de l'auteur. Mais cette paranoïa qui va le poursuivre jusqu'à la fin, là, elle est quand même inscrite presque de fait dans le monde des Juifs qui sont là, avec tous les mouvements depuis longtemps, depuis l'Espagne. Donc je voulais faire un retour sur quelqu'un qui s'appelle Maïmonide. C'est le XIIe siècle, je ne vais pas en parler, mais qui sont toujours des moments de l'exil avec des groupes sociaux qui sont soit obligés de s'intégrer, d'une certaine façon, je parle des Juifs, soit de fuir. Il y a eu des périodes, si vous voulez, dans lesquelles cette espèce de regard particulier sur ces personnes, et ça continue, hein, cette espèce de façon de penser encore ça, ce qu'on appelle aujourd'hui l'antisémitisme, si vous voulez, fait que souvent on les retrouve entre eux, avec des particularismes qui varient un peu aussi suivant les communautés d'où ils viennent. Prenez le cas d'un auteur aussi important qui s'appelle Baruch Spinoza, peut-être un des plus grands penseurs, qui lui-même était d'une tradition qui sont des Juifs d'Espagne, c'est-à-dire des séfarades. Et donc qui vivaient donc, lui, en Hollande, si vous voulez. Les traditions, si vous voulez, dans lesquelles se situe Benjamin, sont des traditions des Juifs d'Europe, avec des variantes dont un fond de la langue, je l'ai situé aussi dans des textes que j'ai envoyés, l'yiddish, et l'hébreu que Benjamin va un peu étudier. On va voir comment. Enfant,
rien ne semble, dans ce qu'on pourrait croire, faire en sorte qu'il baigne dans la culture juive. Mais c'est difficile de ne pas le penser. C'est un peu ce que faisait dans le texte que j'avais demandé à des gens d'écouter éventuellement sur ce que dit un type qui s'appelle Toby Nathan à propos de l'homme Moïse du monothéisme, à propos de Freud. Il disait Freud a connu l'hébreu. Bon, évidemment, quand moi je suis quand même resté plongé dans l'œuvre de Freud pendant longtemps, en traduction malheureusement, rien ne laisse apparaître, sinon qu'effectivement, durant toute son enfance, il y avait une Bible qui était là. Son père lui lisait une Bible illustrée, la Bible de Genèse. Donc il n'est pas improbable que cette langue, le yiddish, qui est très spécifique, qui est une articulation complexe entre la langue allemande et la langue hébraïque, quelqu'un comme Freud, qui était né lui en 1856, a baigné dedans, un peu comme nous le catalan. Moi par exemple, on m'a interdit de parler le catalan, mais mes parents parlaient le catalan, enfin de la plaine, hein. Pas tout à fait le catalan d'Espagne. Donc il me reste en moi des choses comme ça. Donc je pense en catalan, je ne parle pas le catalan. Si bien que quand on prend ces trois personnages que j'avais pris la dernière fois, Freud, Kafka et Walter Benjamin, entre les deux, si vous voulez, ces éléments sont présents. Donc il y a une forme d'ostracisme, une forme de repoussoir dans lesquels ces personnes, comme Benjamin, les gens qu'on va voir, Scholem, Arendt, sont quand même dans des familles qui se sont extraites du ghetto traditionnel. C'est-à-dire de l'espace où les Juifs avaient été enfermés, on en retrouve partout, vous allez à Venise, vous allez à Prague, j'étais à Prague il y a quelques années. Et en fait, cette image d'un peuple, d'une communauté qui était la même que la leur, il y a toujours, ça les fascine, même chez Benjamin quand il n'en parle pas, chez Kafka c'est clair, quand il se déplace en Prague, parce que Kafka lui sortira presque pas de Prague, il ira une fois à Paris, deux, il raconte là-dessus, à Berlin, mais il est comme enfermé là-dedans aussi dans cet univers, et le retour de la question du ghetto est présente. C'est-à-dire des communautés juives mises à l'écart. On parle de communautarisme aujourd'hui, donc c'est vrai que si on prend les personnages essentiels qui vont être autour de Walter Benjamin, ils sont tous juifs, donc il y a un fond de similitude, si vous voulez, de pensée qui ont à voir avec un fond biblique, la Torah, qui elle-même a des correspondances historiques très lointaines avec une façon d'en parler qui s'appelle le Talmud, qui sont des commentaires permanents qui se continuent aujourd'hui, dans certains endroits en France, à Strasbourg en particulier. J'ai particulièrement travaillé quelques années, il y a déjà bien des années, on a le texte d'un ami qui s'appelle Moïse Benadimas sur Lévinas et Lacan. Peut-être tu l'as connu, Moïse. Et donc c'est une tradition qui se poursuit, d'une certaine façon, du commentaire, des commentaires de texte, qui peuvent partir de blagues, d'aphorismes, de certains éléments. Benjamin, donc, on voit l'intérêt qu'il porte à la vie. Je vais vous lire quelques éléments pour rester dans la mouvance de Benjamin. Sinon, après, on n'aura pas le temps, je ne vais pas parler de temps un peu compliqué de physique, mais je vais... Pour aujourd'hui, hein, il sait, je ne peux pas... Donc vous m'arrêtez quand vous voulez, mais je ne peux pas m'arrêter sur une donnée simplement, parce qu'il faut prendre ensemble, quand on lit un auteur comme lui, beaucoup d'éléments, et du reste, dans ce livre lui-même, c'est une foison d'extraits d'auteurs du XIXe siècle. Il y en a à peu près 880, dont parmi lesquels Balzac, Hugo. Vous voyez, c'est un florilège puissant. Donc je descends un petit peu au moment, un peu de ce que j'ai, peut-être à cause de ce fils de Satan, peut-être à cause de ça, parler plus de certaines choses un peu imaginaires. J'emprunte, si vous voulez, cette lecture à un texte
s'appelle Sens unique, qui arrive à un moment particulier, on le dira tout à l'heure, d'une bifurcation de la vie de Benjamin. 1929, il va se passer des choses, plein de choses. Plein de choses. Des fois difficiles et en même temps, des choses importantes dont on pourra dire quelques mots, si vous voulez, dans la vie de Benjamin. Le texte que je... Il y a des aphorismes, parce qu'il s'intéresse beaucoup aux aphorismes, je vais vous en sortir quelques-uns tout à l'heure, pas de lui. Et j'ai beaucoup apprécié ce texte qui parle de l'enfant. Donc l'enfant, c'est Walter, et peut-être avec un autre nom secret. Il y a toujours une question chez lui, de cette idée d'un nom secret, et qui en fait, on l'a évoqué déjà, aura une fonction sûrement, quand il sera accueilli en Espagne, enfin accueilli, par la garde civile, on l'appellera Benjamin Walter. On va inverser son nom. Mais qui est quand même pas rien probablement dans la façon dont on appellerait des signifiants. On tenait fait, si vous voulez, sur quelqu'un. Alors il y a l'enfant arrivé en retard à l'école, l'enfant désordonné. Moi, je commence par l'enfant caché. Donc Benjamin, dans ce texte, en 29, faites le calcul l'âge qu'il a, il revient souvent à l'enfance, on verra pourquoi. Les jouets, les collections, les cartes postales, on verra pourquoi. L'enfant caché. Moi, je lis simplement ce qu'il... C'est une traduction différente que j'ai prise, je pense que je... Cachette. Alors, si on sait que les passages sont une façon de circuler dans des espaces divers d'une ville, qui est Paris, ce terme de cachette, pour moi, m'intéresse, comme tel. Et il retourne comme dans une maison où le n'est certain de tout retrouver à son ancienne place. Ça a l'air simple, enfin, imaginez. Cette mise en place qui pose là est probablement la façon dont il faut patiemment aborder son œuvre. C'est-à-dire, il n'y a pas de désordre dans son œuvre. Ça a l'air comme ça chaotique, erratique, comme on dit, mais enfin pas du tout. Les gens qui l'ont côtoyé voient ce monsieur qui passe sa vie, soit dans les livres, soit écrit, on verra, toujours avec des carnets dans lesquels il prend des notes. Et quand il arrive chez lui, il met ses notes en place. Évidemment, ça paraît, lorsqu'on accueille tout ça, c'est effrayant un petit peu. On a l'air de rien comprendre. En fait, là, peut-être, on peut discuter là-dessus, mais enfin, tout ça est extrêmement organisé. C'est pas une pensée sauvage, c'est pas n'importe quoi. C'est pas Boros qui taille dans les textes. Hein. C'est très organisé et il faut l'accepter comme ça. Donc j'ai quelques idées de théorie discutables que je ne proposerai pas aujourd'hui, parce que peut-être si j'ai le temps, pour penser comment l'organisation d'une démarche mentale peut se faire chez des gens géniaux comme ça. Le cœur lui bat. Bon, ça paraît con parce que chaque fois il y a ce côté prophétique que je fais apparaître de façon hallucinante sur les trucs de Kafka. Enfin, et même lui, un jour je vous trouverai des textes de Benjamin Sikorepa que j'ai lu parce que je le lis vite, où vous avez l'impression de lire ce que c'est un drone et ce que c'est un ordinateur. Je vous montrerai. Et les drones, c'est bien parce que ça permet de voir du surplomb, un peu comme les anges qui regardent la nuit. Ça devient très troublant cette affaire-là. Le cœur, le pauvre, il avait un cœur qui déconnait un peu. Et c'est vrai que les derniers jours, ce cœur a battu un petit peu de traviole. Il n'est pas improbable que l'effet de la morphine était aussi dû pour l'amener à la mort. On parle de la mort souvent aussi. À ça. Bon. Donc le cœur lui bat, il retient sa respiration. Ici, il est enfermé dans l'univers de la matière. Dans l'univers de la matière, j'essaierai de vous trouver des choses absolument incroyables à propos de ça, de la matière. C'est un enfant qui est caché. Je saute un petit peu pour ne pas être trop là-dessus. Et il dit, l'enfant, après il y a quelques phrases, qui se tient derrière la porte, devient lui-même une forme ondoyante, blanchâtre, un fantôme. Je vais faire un petit crowbar, enfin, parce que je mets plein de trucs.
le stylo là. Parce que moi j'avais vu des esprits, c'est pour ça que je... Parce qu'après quand il prendra du hashish... Alors si vous voulez, pour... Qu'est-ce qu'il vous raconte, ce monsieur? Comment, madame? Dites-moi, non, Non. Quand il a pris... Du hashish, il y a un bouquin sur le hashish. C'est-à-dire qui est aussi en 29, à partir de 29. C'est très intéressant, c'est-à-dire que... Parce qu'on ne va pas aborder aujourd'hui un concept majeur qui s'appelle l'aura chez lui, Ouais. qui commence à être pris en compte à ces moments-là. Donc si vous voulez, mon truc là, j'ai commencé comme ça, c'est une frontière comme ça, si vous voulez, autour de laquelle la dernière fois j'avais disposé des éléments. Bon, je les remets rapidos, hein. J'étais parti d'un truc chinois. Pourquoi chinois? Je n'ai pas le temps de vous montrer ici le Tao, parce que il faut dire aussi que parmi la multitude des éléments dans lesquels Benjamin rentre, et surtout avec Brecht, il va parler souvent de la Lao-Tse. Donc on est dans des propos ici, on n'aura pas le temps d'en parler, du taoïsme, je ne suis pas là de l'autre côté. Moi j'étais parti d'une idée simple, qui est ce fil-là. Je dis c'est un film, vous verrez pourquoi. Quand j'aurai le temps de vous raconter un récit d'Ambrose Bierce, il est comme un type qui se pend, on va voir pourquoi. Et qui pour moi c'est la frontière. C'est un espace frontalier. Alors ici, bon, quand j'avais fait il y a longtemps, j'avais mis des choses, là, je vais les mettre ici pour les lacaniens. Un objet ici, un objet, on s'en fout. Et on avait parlé de la frontière. Alors j'avais dit la dernière fois, si on réfléchit un peu de façon la plus simple, la première frontière, c'est une cellule. C'est-à-dire que quand quelque chose dans la matière est sorti d'une masse, c'est une cellule, les premières cellules. Et donc j'avais dit, voilà, cette partie-là commence à séparer du monde. La frontière va nous séparer du monde. Et cette enveloppe est très 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 complexe. Bon. Après, je t'avais dit, si vous voulez, pour passer aux mêmes éléments, j'allais travailler sur le placenta. C'est un peu la même chose. Et après, évidemment, le sujet sur lequel je travaille depuis 50 ans, c'est la mort. Hein. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, alors, comme je dis, votre vie ne tient qu'à un fil. Enfin, c'est quand même prodigieux. Et chez Benjamin, enfin, cette présence. Alors, j'avais écrit, si vous voulez, pour aller vite, le ciel, c'est le côté chinois du truc. Hein. Et ici, la terre, plus simple. Ici l'homo. Enfin, je dis l'homo parce que chaque fois qu'on dit l'homme, ça m'emmerde, parce qu'il y a les hommes et les femmes. Mais disons l'espèce, disons l'homme, écrivons l'homme quand même. Hein. Ouais, écrivons l'homme. Voilà. Donc, alors, quand on parle de fantôme ou d'esprit, puisque moi qui crois en rien, les gens disent comment tu crois en rien, tu as vu des esprits. Des fois, quand on prend des choses, on prend des esprits. Alors, j'ai mis d'un côté la frontière, le monde invisible, et puis le monde visible. Alors évidemment, la particularité dans ce dans quoi j'avais pendant longtemps essayé d'évoquer la question, c'était comment passer, par exemple, de là à là, ou de là à là, si vous voulez. Enfin, tout notre imaginaire, de toute façon, est là-dessus. Donc, je vais un peu vite. Autour de cette frontière-là, il se passe des choses. Bon. En fait, une frontière... Alors, ce que dit Benjamin, que je reprends ici, comme je fais tout le temps appel à lui, il ne faut pas confondre le seuil et la frontière. Enfin, ce qui est un peu délicat, donc effectivement, passer le seuil, c'est une chose, et la frontière, c'est autre chose. Je laisse... Après, j'ai beaucoup d'éléments là-dessus, j'ai une liste pleine, mais je vais m'arrêter simplement. Je vais d'abord vous raconter des histoires, un peu comme le fait Benjamin, avec des aphorismes. J'aurais dû commencer par ça. Je ne l'ai pas fait, mais comme la dernière fois, j'avais commencé par vous montrer que je n'ai pas commencé, j'ai commencé sur un personnage qui est un auteur américain, Ambrose Bierce, qui a écrit des aphorismes. Quand j'avais parlé d'Ambrose Bierce, Jean-Pierre, par exemple, bon, les gens ne le connaissaient pas trop, et finalement, j'ai fini par trouver dans Voltaire le fait qu'il avait au moins lu un texte. Je vous le lirai, la partie du texte d'Ambrose Bierce. Je vous dis un mot sur ce bonhomme, rapidos, et puis pour parler de la frontière. Hein. Pour revenir à aujourd'hui, j'aurais pu le faire au début, mais comme on est en train de faire une cuisine particulière, voilà ce que c'est des aphorismes.
Bon, des aphorismes, c'est des petites phrases comme ça qui viennent. Benjamin était très intéressé par ça. Et son dernier truc, on parlera de la radio, parce qu'à partir de 1929, il va faire des choses géniales à la radio, dont on n'a qu'une partie des textes. Et le dernier devait porter sur le plus grand auteur d'aphorismes connu, qui s'appelle Lichtenberg. Vous pouvez aller sur Internet, il y a 1500 aphorismes de Lichtenberg, plus ou moins drôles les uns que les autres, plus ou moins évocateurs. Et donc je vais simplement vous lire comment... La dernière fois, j'avais parlé du canon pour parler de la frontière, je ne sais pas si vous vous rappelez. Comment Ambrose Bierce, ici, dans le Dictionnaire du diable, ici, il n'y a qu'une partie. Hein. Il a écrit édité à peu près 1 millier d'aphorismes. Ce personnage écrit des textes, dont un, j'en dirai un mot qui rappelle ce dont on parle ici, à propos du vertige. Voilà ce qu'il dit de la frontière. Il dit, en géographie politique, ligne imaginaire entre deux nations qui séparent les droits imaginaires de l'une des droits imaginaires de l'autre. En fait, pour simplifier, si vous voulez, l'idée, en français c'est assez facile, je mets finalement, cette frontière est entre deux États. Moi je mets ça, deux États, si vous voulez. Bon, ça c'est le côté éthico-géographique. Enfin, ça peut être des états de conscience, ça peut être des états de machin comme ça, c'est sûr. On va parler sur quoi Benjamin aussi. Et puis quand même, pour faire un peu dans l'actuel, si je fous le papier, pour revenir un petit peu, pour montrer quand même les formes de l'actualité, alors ce type est assez impressionnant, il est engagé pour faire la guerre de sécession, la plupart de ses textes portent là-dessus, et à l'âge de 73 ans, il est allé s'engager dans l'armée de Pancho-Villa, on ne l'a plus revu. Où est-il passé? Personne ne sait. Voilà ce qu'il écrit à propos des 44, vous allez voir. Puis je reviens à nos histoires. Hein. Parce qu'on est quand même dans... Même si vous voulez, si les Juifs ne sont plus dans une migration, ils sont tout le temps là-dedans quand même. Dans ce monde dont on parle. Il dit... Bonjour monsieur. Bienvenue. Ben, écoutez, vous tombez très bien parce qu'on est en train de parler des immigrants. Alors, si vous êtes un immigrant, je vais vous dire à quoi vous ressemblez. Voilà ce que dit... Voilà ce que dit Ambrose Bierce des immigrants. Il faut quand même l'entendre. Il dit immigrant, individu borné, je ne me permets pas, qui pense qu'un pays est mieux que l'autre. Quand même, c'est pas rien. Ça vous plaît, madame? Je vais continuer quand même, on va le terminer. Donc, eux-mêmes ont été des immigrants. Pendant chassé d'Espagne. D'abord, j'ai voulu parler de Maïmonide, ça a été quand des envahisseurs, des nazis de l'époque, les séfarades sont arrivés. Il a dû se barrer de Cordoue. Soit vous convertissiez, soit il fallait se barrer. Sinon, ça a été souvent ça. En 1992, pareil, on les chasse. Ils remontent monstres. Ou alors on devient chrétien. On devient fidèle, puisqu'on est infidèle. Ce qui est singulier quand même, je fais des petites anecdotes, c'est que l'inquisiteur Torquemada était un maran, c'est-à-dire ça avait été un juif converti. C'est quand même incroyable ça. Le pire des salauds, Hitler, enfin, on va voir un peu, mais on va faire la balance entre tous ces gens-là, c'était un maran, bizarrement. Je continue, si vous voulez, avec ce petit moment de l'enfance de Benjamin Caché. J'ai la suite, je saute quelques lignes. Et dit donc qu'il, à un moment donné, il entend un cri de délivrance et il dit, c'est pourquoi, dans ce petit garçon caché, il ne se lasse pas du combat avec le démon. Pourtant, une fois par an, dans des endroits mystérieux, dans leurs orbites vides, leurs bouches figées, se trouvent des cadeaux. Énigmatique. Question. L'expérience magique devient science. L'enfant devenu ingénieur désenvoûte le sombre appartement familial. Bon, on commence bien, hein?
à 5 ans, 6 ans, ce gamin qui est sous une table peut dire ça, si vous voulez. Ensuite, on va voir l'intérêt que ce petit garçon, qu'on appellerait aujourd'hui surdoué, porte à la vie, si vous voulez. Alors là, je l'écris, si vous voulez, je saute l'horloge, parce qu'on a déjà parlé de l'horloge, mais je vais la mettre après. L'enfant désordonné, toujours le même texte. Hein. Chaque pierre qu'il trouve, chaque fleur cueillie et chaque papillon, évidemment, ce sont des papillons quand même, hein, attrapés lui sont déjà le commencement d'une collection. Cet homme aura aussi en même temps, dans sa complexité, l'attitude d'un collectionneur. Quoi donc? On va le voir, des livres. Alors on n'a pas l'image des livres. Ça va dire un mot là-dessus. Les cartes postales très tôt, les jouets. Des choses de l'enfance. Au reste, l'enfance, je pense à son importance, toujours, enfin je veux dire, d'un lieu de vérité, quelque part. Et tout ce qu'il détient absolument lui fait l'effet d'une seule et unique collection. Et en lui, cette passion montre son visage véritable, le sévère regard indien qui persiste à brûler, mais seulement trouble et maniaque chez les antiquaires, les explorateurs et les bibliomanes. Antiquaire, son père aussi était antiquaire, à un moment donné, à la fin de sa vie. Après, ils sont revenus, c'est pas, on verra. À peine, je termine là-dessus, enfin, vient-il à la vie, et il est chasseur. On verra que ce chasseur, c'est un peu ce que moi-même je me suis impliqué à faire, ils veulent l'écrire en fait comme un détective privé. C'est un flâneur, comme ça on l'a dit, mais comme un détective qui poursuit l'enquête. Alors cette enquête, je vais vous faire des références un peu rapides sur l'ensemble d'éléments. Là je ne parle pas beaucoup de cinéma, mais il y a beaucoup de choses qui étaient prévues autour du cinéma, ne fût-ce que la manière de bouger une caméra, faire des flashbacks, faire des... Enfin, donc j'avais pris comme référence 2 éléments qui intéressent Benjamin, c'est-à-dire le côté roman policier, et très singulièrement, quand il parle des romans policiers du XIXe siècle, où ça commence, probablement là où il emprunte l'idée de détective privé, bon, même, par exemple, quand il lit Le Chien jaune, on voit un peu ce qu'il lit de temps en temps, de Simenon, le texte d'avant la guerre. Déjà, il lit les premiers Simenon, il s'intéresse à Maurice Leblanc, à tout ça. Bon. Il n'y a pas de détective privé. Sauf chez Edgar Poe. Un autre élément majeur dans la pensée de Walter Benjamin, Edgar Poe, dont je dirais quelques mots sur le temps, sur L'Homme des foules. Je vais le faire là. Je ne sais pas s'il a lu les écrivains, parce qu'on ne peut pas savoir, il a tellement lu. On verra où et comment il lit. Bon, il passe sa vie à faire ça, c'est effrayant, enfin, c'est fabuleux. Je ne sais pas s'il a lu les premiers romans noirs américains, et notamment Dashiell Hammett, par exemple, ou Chandler. Alors, Hammett. On a fait l'inventaire de toutes ces lectures dans Je déballe ma bibliothèque. Il y a la liste Faudrait que je la trouve, de tous ces... Mais pas... Ouais, oui, mais sa bibliothèque... Pas tous. Pas tous, et sa bibliothèque ne correspond pas nécessairement à ce qu'il a lu. Parce qu'il y a beaucoup de livres qu'il avait, 2000 à peu près, enfin on a compté au moins, auxquels il ne touchait pas nécessairement. C'était plutôt des livres comme d'une collection. Et lui-même a songé au début des années 20 à faire le commerce des livres. C'était un commerçant, donc il avait tomber. Donc il avait quand même des quantités de livres. Et il essaie d'avoir, dans le cas de Kafka, c'était pas facile d'avoir ces textes. Parce que nous, aujourd'hui, on a tout. On va sur Amazon ou je sais pas quoi, et vous avez tout, ça me tombe du ciel. J'ose dire, mais là, enfin. Donc, en fait, il est très attaché à plusieurs bouquins de Kafka. Le procès, par exemple, l'Amérique, il n'en parle pas beaucoup. J'ai déjà parlé de la muraille de Chine pour parler de Trump la dernière fois, d'une certaine façon. Mais indirectement. On aurait dit des choses prophétiques, si vous voulez.
et le procès. Donc à un moment donné, dans sa collection, il n'y a plus le procès. C'est emmerdé, il faut se passer. Et puis il finit par le retrouver dans des puces, si on peut dire, des choses comme ça, pour reconstituer sa collection. Kafka, essentiel. Donc on va y revenir. Donc pour revenir à ces livres, puisqu'on n'a pas l'image qui montre plein de livres qui constituent un personnage, merci Paul-le, vous le regardez si vous avez l'occasion. Voilà ce qu'il écrit. Alors, où est-ce qu'il va voir pour le moment les premiers? Il va à l'école, peut-être chez lui quand même, antiquaire. Et il dit, l'enfant arrivé en retard. Comme vous. Il dit, l'horloge dans la cour, je sais pas trop quoi, dans la cour de l'école, semble endommagée par sa faute à l'enfant. Elle marque en retard. C'est déjà pas mal. Vous voyez comment Baudelaire lui-même écrit: un correspondant de l'intermédiaire des chercheurs et curieux, septembre 1905, a rapporté que Baudelaire avait enlevé les aiguilles de sa pendule et inscrit sur le cadran: il est plus tard que tu ne crois. Moi, j'ai pas pris le texte de Baudelaire, c'est un livre qui s'appelle L'horloge. On raconte comment dans la commune, les mecs ils flinguaient les horloges. Et voilà pourquoi je vais flinguer cette horloge avant de partir. J'ai déjà fait ça dans une école. Moi, je travaille sans mon montre. Bon, je suis un enfant, comme vous le voyez. Bah oui. Comment? Oui, je dis. Bon. Tomber un petit bout Très de bien. papier. L'enfant. Voilà. Le confetti. Votre petit marque-page. Théologie, il y a écrit suicide. Oh, putain, je suis pas des assorts, excusez-moi. On On pourrait y dire verra plus tard. on pourrait On dire a le temps, on a le temps. que dans sa vie, il a toujours été en retard. Il a toujours manqué des occasions. Les occasions perdues sont nombreuses dans sa vie. Voilà, pour le thème du temps. Très intéressant. Donc cette espèce de chose comme ça, du temps. Et puis, je viens au début, donc je vous avais eu la dernière fois pour commencer, il dit « Enfant en train de lire ». De la bibliothèque scolaire, on reçoit un livre. Voilà. Encore, c'est pareil. Et plus loin, j'écris « Car la lecture, je saute, relève encore d'un temps où l'on s'inventait soi-même, au lit, des histoires. L'enfant se lasse sur leurs traces, sur des chemins à moitié effacés. » On est déjà au cœur d'un personnage, de l'être qu'il constitue. Et je vais faire un peu de forcing, là, parce que j'ai trop de choses parmi les aphorismes talmudiques, il y en a une multitude, si vous voulez. La dernière fois, j'en avais fait un qui était du zen. Quel est le bruit d'une seule main, vous vous rappelez? Bon, qui n'est pas loin du taoïsme, si vous voulez. Là, en fait, c'est deux amis qui sont en train de... Deux amis juifs, en train de se balader. Et Moïse a un parapluie, et il discute avec Isaac, du Talmud. C'est-à-dire, ils font des commentaires toujours sur des problématiques. Parce que le Talmud, c'est du commentaire sur le commentaire, on peut faire sur le Talmud. Et puis il se met à pleuvoir. Alors Isaac, il regarde le parapluie, il lui dit, mais pourquoi tu n'ouvres pas le parapluie? Il dit, le parapluie est troué. De quoi il servira? Alors il dit, putain, pourquoi tu as pris le parapluie? Mais comment voulais-tu que je sache qu'il allait pleuvoir? Freud a écrit un texte important en 1905 qui s'appelle Les mots d'esprit, dans ses rapports avec... Alors un truc que je vais mettre là-dessus, parce que... Dans ses rapports avec l'inconscient. Le trait. Ah, une lacanienne de service, puisque Lacan a remplacé le terme plus pertinent, le trait, effectivement. C'est lacanien, mais si vous prenez les textes, et je suis d'accord là-dessus, on les voir, parce qu'un jour, peut-être on parlera des temps logiques chez Lacan, mais c'est un peu compliqué pour le comprendre aujourd'hui. Donc je vais quand même, pour mettre les choses au point, parce qu'on a des idées. La langue française, c'est pour ça que quand on s'est plongé pendant longtemps, comme moi, dans l'œuvre de Freud en français, qu'on essaie de comprendre comment l'allemand, le
restitue. Donc je vais mettre l'inconscient, vous verrez un jour pourquoi, je le mets là-dedans, je ne le mets pas dans une boîte. Il a ceci d'être une forme. C'est-à-dire, c'est ce que j'appelle une structure. Et qu'on travaille sur les structures, peut-être pas aujourd'hui. En allemand, c'est pas l'allemand systématiquement, mais il y a le substantif qui est ce que nous on appelle l'inconscient en général. Donc Freud, il imagine donc, quelque chose qui s'appelle l'appareil psychique, un appareil, un élément structurel qui va donner ensuite ce truc, qui va écrire comme ça. Bon, je n'ai pas les termes allemands, je vais regarder, inconscient, et le substantif qui s'écrit la même chose, sauf que un, c'est das, truc, et puis l'autre. Il faut, c'est important ça, vous allez voir pourquoi un jour, vous allez voir, aujourd'hui je vais quand même réduire la chose, pour passer de l'autre côté de la frontière. Ce qui est là, c'est une zone qui n'est pas accessible. Enfin, il y a des moyens d'y accéder, on va le voir, le rêve, des trucs comme ça. Pour que ce truc, dont le mot d'esprit est une raison, et que dans les aphorismes on peut trouver, puisse transiter dans cette frontière, Freud il invente un truc qu'il appelle le préconscient. Le seuil. Mais ça ne se passe pas comme ça quand même. Si on prend un des éléments que nous allons voir, c'est-à-dire le rêve, il dit ce qui vient là, de ce truc dont on parlera plus longtemps une autre fois, il dit, il y a un truc qui est latent, et quand il y a quelque chose qui permet de le faire advenir, il est manifeste. C'est très différent. Ça, on peut déjà, on peut pas. Et de l'autre côté, il y a ce qu'on croit qu'on fait là, c'est-à-dire qu'il appelle le conscient. Si on est lacanien, je ne suis pas lacanien, je mettrai dans cette catégorie imaginaire. C'est-à-dire ce que nous sommes en train de vivre pratiquement tout le temps, c'est un rapport imaginaire au monde. Le réel du monde n'est transformé que par notre nerf optique. Je ne sais pas très bien ce qui se passe. C'est là où on ne sait pas ce qui se passe. Pour être lacanien, ça tombe bien. Mais quand il va appeler ça le réel, qu'il ne faut pas confondre avec la réalité, c'est la réalité, c'est ce qu'on vit là. Le réel, c'est ce qui se passe en nous. Pas très bien, on ne peut pas lui mettre une forme. Cette chose. Mais quand même, comme on a des rapports au monde, c'est des concepts images, comme dit le truc, il y a un truc qui est essentiel chez Benjamin, qui est... Alors, ne mélangeons pas les mots, c'est pas le symbolisme, c'est le symbolique. C'est-à-dire ce que je fais là. Et Benjamin, c'est important, c'est-à-dire tout ce qui est autour de la langue. Le langage de la parole, il faut l'avoir, hein. Symbolique, alors disons, alors. On commence de façon un peu simple à rentrer dans l'appareil mental par ce biais-là, par le prétexte d'un aphorisme, si vous voulez, par le prétexte d'une blague. Un jour, Isaac voit son copain Moïse sortir du bain public, il lui dit « Mais t'as pris un bain ?» Et l'autre lui dit « Pourquoi il en manque un ?» Une multitude d'astuces de cet ordre, mais elles ne sont pas dans Freud. Celles qui sont chez Freud sont... Il y en a quelques-unes qui viennent de l'allemand et parfois je perds un peu les pédales, si j'ose dire, quand il s'agit de ça. Donc vous voyez cet enfant, hein, ce qu'il... Comment, si vous voulez, il rentre dans la vie, et comme il est quand même doué, il va s'orienter avec une idée, je m'excuse pour les enseignants, un peu bizarre, peut-être de devenir enseignant, à l'université. Donc il va présenter d'abord une thèse sur le baroque, mais ça il va le faire en Suisse, il va le faire à Berne. La Suisse est aussi un attracteur aussi. C'est un attracteur. Parce qu'on va avoir des attracteurs. C'est-à-dire qu'il y a des... que j'appelle ces orientations, des bifurcations, comme je les appelle, et puis il y a des trucs qui sont adaptés des attracteurs. On le verra quand on parlera d'une théorie, du chaos. Enfin, c'est votre problème. Et donc cet attrait l'amène, effectivement, à produire un texte prodigieusement difficile à lire, si bien que quand il voudra
inscrit à l'université, on ne va pas l'accepter. Ils ne comprennent pas ce qu'il a écrit. C'est peut-être une chance, parce que s'il avait été prof... Non, non, c'est l'habilitation, c'est-à-dire pour devenir ce qu'ils appelaient comme Freud privat docent, qui était un truc, je ne sais pas comment on dirait en France aujourd'hui. Freud aussi lui-même n'a pas pu. Si je prends ces gens-là, et il n'aurait jamais inventé la psychanalyse, il avait été proche, je ne sais pas quoi, de neurologie, je ne sais pas quoi. Bon, c'est quand même curieux, cette bifurcation singulière dans une vie comme ça, qui aurait pu l'orienter vers un élément. On est ensuite, après la guerre, bon, il échappe à la guerre, je ne parle pas des gens, parce que j'avais prévu des images de la guerre ou de l'après-guerre, enfin, notamment d'Autodix, enfin, peu importe. Il échappe à la guerre, mais l'après-guerre, c'est le traité de Versailles, c'est le bordel en Allemagne. Petit à petit, la République de Weimar, on raconte qu'on allait acheter des croissants avec une boîte de Dutch Mark. Ses parents, qui étaient quand même aisés, qui pouvaient un peu l'aider, moins en moins d'argent, c'est bien qu'on peut dire, finalement, que quand il aurait été l'image d'être prof d'université, ils auraient sûrement fait un effort dans l'image sociale s'ils avaient pu lui donner de l'argent. Donc ce type de vie, on ne sait pas comment, il a touché un peu d'argent de ce qu'on appelait l'école de Francfort. Un petit peu loin. Et alors, je ne sais pas comment il achète tous ses bouquins, comment il achète ses jouets. Enfin, il va vivre tout le temps au bord de la misère. Misère qui va s'accentuer en 1930 quand il va divorcer. Parce que quand même, si on regarde bien, je n'ai pas retrouvé la phrase d'une personne de qui il a été proche, appelée Adrienne Monnier, qui était une libraire à Paris, qu'il a aidé à un moment donné, et à qui il avait dit j'hésite, toujours la bifurcation, à acheter ce livre ou prendre un repas. Et Adrien Monnier disait il ne mangeait pas. Ouais, enfin, c'est quand même intéressant, parce que même là, on est dans une bifurcation. C'est-à-dire qu'à la fin de cette histoire à Marseille, c'est troublant, si on arrive jusqu'ici, à ces éléments. Parcours d'un personnage déjà qui très tôt, donc il est né en 1892, déjà quelqu'un qui va devenir son pote, si on peut dire, Gershom Scholem, Gerhardt, le voit déjà, qui est plus jeune, ils ont 5 ans d'écart, il est tout jeune, il voit un type déjà qui devait être un battleur. Il le voit déjà, quelqu'un qui était contestataire dans des situations universitaires, un type qui était déjà en train de parler. On n'a pas la voix de Benjamin. Il a fait plus de 80 émissions radio, on n'a pas la voix. Il est possible qu'un jour en Allemagne, on retrouve un enregistrement. Le côté magique, quand même, de ce qu'il a fait à la radio à partir de 1929, puis je reviens en arrière, vous avez vu, je fais des flashbacks. Jusqu'en 1933, quand il arrive, le boss, à la radio, par exemple, ces papiers auraient dû être brûlés, c'est-à-dire toutes les émissions radio qui étaient en France. Mais quand les larvins de la Gestapo sont allés faire des trucs, ils ont tout mélangé, si bien qu'on a pu, après la guerre, dans les documents de la Gestapo, retrouver la façon géniale. Je peux dire, quand on regarde un peu ce que j'ai pu lire, moi je commence à peine, mon enquête, à trouver finalement la façon qu'il avait d'envisager la radio. Là, on est, si vous voulez, en même temps, dans ce 19e siècle où commence, on appelle la révolution industrielle, et le progrès. Quels sont ces progrès? Bon, cette radio est une des formes. Aujourd'hui, on ne mesure pas toujours ces éléments. On baigne dans les ordinateurs, la télévision. Moi, je veux un bouquin de Benjamin, j'appuie sur un truc, 2 jours après, le facteur me le donne. Bon, on est quand même dans un autre contexte. Dans un contexte de crise, je crois, enfin, 24, et cette crise, alors qu'il va prendre, il n'en parle pas, mais en 29, alors elle se généralise, il y a le gros boxon, et entre-temps, eux commencent à faire leur boulot.
ils sont encore préservés, les Juifs, qui, eux, avaient un statut social quand même un peu privilégié. La solution finale arrive peu à peu. L'idée de les détruire tous viendra peu à peu après 33, 34, 35. Il y a des réunions. Himmler, ils se réunissent. Il avait prévu d'éliminer 11 millions de Juifs. Tout ce qu'ils pouvaient trouver sous la main en Europe. C'était quand même... Tout était fait comme ça. C'était la machine. La machine nazie, si vous voulez. Et encore à ce moment-là, Benjamin peut échapper. Donc il ne va pas être universitaire, il faut gagner sa croûte, il faut vivre. Alors il fait des traductions, il écrit, alors certains textes. Parce qu'on n'a pas eu, si vous voulez, pour Kafka c'est un peu différent, tous les textes en même temps, aujourd'hui, on les a à disposition, si vous voulez. Mais avant d'obtenir finalement tout l'ensemble des textes, mais ce qui se passe quand même, c'est que les gens qui sont autour de lui, voient ce type là, c'est génial. À partir de 1916, donc, il est toujours dans les mouvements de constatation qui vont l'amener au dadaïsme, c'est-à-dire, putain, on va reprendre tout à zéro. L'esprit, disons, révolutionnaire, chez lui, je pense, est très important, mais il n'est pas encore manifesté, on verra comment il se produit après. Et peu à peu, il passera, si vous voulez, de l'intérêt au dadaïsme, au surréalisme. Ça, c'est le côté dont il va s'intéresser là. Il y a donc cette volonté un peu de questionner toute la façon dont des gens ont pensé ces mouvements de changement, de révolution. On pourrait lire comment il le pose de façon diverse dans ses textes, avant de revenir finalement Bon, c'est un peu abstrait, mais je vais quand même vous le lire. Je vais essayer de retrouver des textes plus précis qui vont l'amener, pour des raisons particulières, si vous voulez, de ce que j'appelle les bifurcations. Ah ça, je vous lis quand même. C'est la page 513, il dit, parce que des fois c'est compliqué. Donc, dans ce texte, qui est un monument, il y a des références à une multitude d'autres textes du XIXe siècle, Baudelaire, ainsi de suite, et de temps en temps, un commentaire de lui. À peu près un cinquième, même un peu moins, sont des commentaires qu'il fait sur ces textes. Ça, c'est de lui, dans un texte qui s'appelle Maison de rêve. Il dit « Les idées de variation, de passage d'un état à l'autre, de flux, sont contenues... » Alors, il prend pour une fois le terme allemand, « Schwellen ». On prononce comme ça ? Gonfler, enfler, se dilater. Et l'étymologie ne doit pas les négliger. Il importe d'autre part d'établir le contexte tectonique, au fond de ça, et cérémoniel immédiat qui a donné au mot sa signification. On est, si vous voulez, toujours dans cette idée de transformer la situation du monde pour diverses raisons, qui empruntent, si vous voulez, à ces moments dont la révolution a été un moment, pour s'interroger sur le statut d'un sujet dans le social, parce qu'on verra bien sur Paris, les pauvres, les riches, et particulièrement dans ce monde qui devient industrialisé, le prolétariat ouvrier, qui va produire des moments violents de contestation par des révolutions diverses. 1930, 1948, 1971, la Commune. Les barricades, les pavés, on verra ça plus tard. Il va reprendre, si vous voulez, ces éléments dans ces textes pour voir comment des mouvements de fond dans l'humanité, ça se repasse aujourd'hui d'une autre façon, si vous voulez, s'orientent vers ça. Et une bifurcation particulière qui lui arrive quand il rencontre des femmes, certaines femmes, on en a parlé. Alors ça commence une fois. Bon, là, il faudrait faire une référence pour les Freudiens. Un texte de Freud s'appelle La Gradiva. Moi, c'est autre chose. Avec Jules Lacan, il retrouve une espèce de refoulement, un ange antique. Ça, c'est en 21. Ça ne change pas trop sa vie. Sinon, c'est cet espace passionnel dans lequel il est. Alors, on ne sait pas jusqu'où va cette passion quand on parle de ce qu'est la chair, de ce qu'est le sexuel. Enfin, et il fascine ce type. Mais c'est surtout en 24. Il va y avoir deux grandes bifurcations. Sur le 24, il bouge un peu en Europe. Il se trouve à Capri, l'Italie, tout ça.
Ah là, il tombe un coup de foudre sur une jeune femme, une lettonne, jolie femme, Asia Lazic. Une pétante de révolutionnaire, à Moscou, qui travaille dans le théâtre avec des enfants. C'est vraiment la révolution. Bizarrement, il est en train de lire à ce moment-là des textes là-dessus, de Lukács. Et là, elle l'entraîne probablement dans ce mouvement de la passion, et de la passion vers la révolution, qui va ensuite prodigieusement se développer, en dépit des réserves de ses amis, dont nous avons parlé, avec quelqu'un qui va rencontrer éminent, j'ai vu qu'il rejoue à Paris la résistible ascension d'Arthuroui, Bertolt Brecht, qui lui-même sera vraiment révolutionnaire, est aussi probablement un des génies de la langue allemande, probablement, je ne parle pas l'allemand, et puis par ça, sa combativité révolutionnaire dans le texte, et qui en 1933, comme tous les autres amis, devront fuir l'Allemagne. Dégénérés, des artistes dégénérés. Enfin, il faut savoir que c'est des dégénérés, mais enfin, c'est ce que disaient les nazis, les artistes, des penseurs. Il se retrouve donc, depuis longtemps, à côtoyer un certain nombre de gens qu'il admire, à lui qu'il admire, et qui sont admirés par lui. Dans ces périodes un peu troubles, Berlin, Paris, Entourne, l'Italie, Capri, Ibiza. Et donc, jusqu'en 1933, il y a une grande dynamique particulière, puisqu'ils peuvent échapper, si vous voulez, au nazisme encore. Mais dès qu'il arrive au pouvoir, le Führer, là, c'est fini. Il y a intérêt à se barrer. Certains sont partis plus tôt. C'est-à-dire, ils ont l'habitude, les Juifs, d'être tout le temps, d'une part, de ne pas être totalement intégrés, même si c'est des gens comme Benjamin, qui ont une maîtrise de la langue allemande peut-être meilleure que... Donc il se réfère, il est allemand pour lui. Il est plus allemand que Kafka ne se sentait, comment dire, pragois. Il y avait chez Kafka encore des formes de la judéité très présentes. Ou Scholem, qui très tôt va partir. Il va avoir, en grande ligne, 3 points de partage de questions. Jérusalem, où Scholem est allé, et qui va devenir un des grands spécialistes du Talmud, avec des variantes, et qui aimerait bien, ils ont pendant, de 1916 à 1921, partagé très régulièrement des questions. Et c'est là que Benjamin, ce que je n'aurai pas le temps d'aborder, adopte, si vous voulez, dans l'organisation logique de sa pensée, le monde juif qu'il ne connaît pas. Et il se mettra à l'hébreu difficilement, et puis il ne le fera pas. Kafka se met à l'hébreu en 17, et comme il dit, je verrai pourquoi. Je pense toujours ces personnages, qui sont des référents permanents, et autour desquels, en prenant les textes de Kafka, en particulier je l'ai fait, peuvent montrer des éléments très particuliers de la judéité, sans que ça soit compliqué, ça saute aux yeux finalement, et du destin particulier de ces peuples et des individus dans ces peuples, dans ces populations-là. Donc il y a chez Scholem quelque chose qui va vers la Palestine, qu'on appelle le sionisme à l'époque. Mais déjà, effectivement, les accueillants n'acceptent pas facilement, enfin, donc ils vont quand même s'implanter. Donc il va enseigner, Scholem, son ami, à l'université de Jérusalem, et il aimerait que Walter le rejoigne. Mais à un moment donné, d'ailleurs, il a le visa, je ne sais plus quelle date. Il n'ira pas. Ses amis Adorno, on va prendre des gens qu'on a appelés de l'école de Francfort, Horkheimer, c'est autre chose. C'est plus une relation d'intérêt intellectuel. Il a 3 grands personnages auxquels il va s'attacher particulièrement, qui vont l'amener à avancer dans sa pensée, dont c'est Scholem, qui part très tôt, en 1922, en Palestine, qui reviendra que 2 fois en Europe, puis c'est rapidement. En 1939-1940, le couple avec qui il a établi une relation forte à Dresde. Et particulièrement avec sa femme Gretel, dont la correspondance est une merveille, qui permet un peu
souvent la correspondance permet de mieux, comment dire, savoir ce qui se passe chez quelqu'un, que des choses théoriques où il n'est pas simple de rentrer, surtout chez Benjamin. Et il y a une grande tendresse vis-à-vis de cette personne. On parlait d'amour, j'en sais rien. Qui sera la femme d'Adorno? Il épousera, je crois, en 37 ans. Donc, eux partiront à New York comme beaucoup de transfuges, juifs ou autres. C'est le cas aussi pour Claude Lévi-Strauss, qui a fait un peu comme Walter Benjamin, qui passait à New York toujours et ses nuits, à prospecter, si vous voulez, dans les bibliothèques, toute l'anthropologie qui avait été étudiée et qui a remétabolisé d'une certaine façon. Beaucoup de ces personnages, Breton et Lapin, beaucoup de gens. Donc, durant cette période 24-29, la relation avec Asia, il songe à se marier en 29, avec cette femme. Mais elle bouge. Elle est sur Moscou, elle travaille au théâtre. Il la rejoint à Moscou en 26, il y passe quelques semaines. En 1926, Joseph Doulegili dit Staline. Il de faire. Le petit père des peuples, il n'était plus que ça, est au pouvoir. Donc il voit un peu ce qui se passe à Moscou à l'époque. Il ne va pas très bien. Il leur ramène des jouets, surtout. Des idées, probablement des textes que je n'ai pas lus en totalité. Et comme il a eu, avec André Gide, si vous voulez, il est assez fasciné par certains auteurs français, notamment André Gide, une espèce d'interview qu'il a faite avec lui, et qu'il voudra réitérer, il ne le fera pas, mais Gide ne va à Moscou qu'en 1936. Il en revient. La question stalinienne va se poser probablement tardivement dans la pensée de Benjamin, qui est quand même très très attiré par le côté de la révolution en général, et la révolution, puisque là, il a pris corps. Mais Lénine est mort, un peu tôt. Trotsky. Alors, comment faire le lien, si vous voulez, entre les penseurs de la révolution du 19e et la réalité du 20e de ces moments-là? C'est une question. Ses amis, que ce soit Scholem ou Adorno, le mettent en garde vis-à-vis de Brecht. Ils ne veulent pas tout à fait qu'il s'engage là-dedans. Mais chez lui, c'est plus fort que lui. Je crois que ça fait partie de ça, de son fond un peu, j'appellerais anarcho-révolutionnaire, c'est-à-dire remettre en question le système. Pourquoi? On essaiera peut-être de voir si on reparle un jour de revenir un peu aux origines du paradis, si vous voulez. Une utopie paradisiaque. En ce sens, on pourrait voir comment des choses qui ont l'air tellement opposées, qui seraient ce côté-là, si vous voulez, le côté du matérialisme révolutionnaire, et de l'autre côté, ce qu'on appelait la théologie, qui ont l'air totalement différentes chez lui, ont des points d'accord qui n'apparaissent pas systématiquement quand on le lit. On ne voit, si vous voulez, qu'une partie de ce que j'appelle les attracteurs, qui sont soit, mais dans notre vie c'est pareil, il peut y avoir une bifurcation, on peut rencontrer quelqu'un, ça change notre vie. Bon. Sauf que lui, il est tout le temps dans les bouquins et qu'il lit le monde à travers des filtres que sont la littérature et son engagement. Un engagement, c'est pas simplement... Alors, si on regarde les écrivains du XIXe siècle qui ont eux-mêmes essayé, si vous voulez, sont engagés dans la question du communisme, on appelle le socialisme. Alors, il y en a plusieurs en France, s'il s'occupe de la France. Blanqui, souvent Toll. Plutôt, lui, il est pour la bagarre. Il y a ceux qui sont pour la bagarre. Lui, moi. C'est-à-dire que quand il fait sa formation à l'université, il suit un personnage qui s'appelle Winkel, et quand cet homme va être pour la guerre de 14, va être... Je crois que c'est ça qu'il fait. Donc il peut dire qu'il n'est pas du tout militariste. Il n'a pas... C'est une façon complexe. On peut le voir. On verra la guerre d'Espagne, comment les diverses factions, tout ça entre elles, alors qu'on a apparemment pas aussi vite. Pour revenir à Staline, oui. On voit dans le journal de Moscou, il évoque la bureaucratie, on voit les files d'attente, on sent la misère, mais il n'est pas clair parce qu'il s'interroge, est-ce que je vais adhérer au Parti communiste? Il dit, oh, je vais perdre ma liberté, je ne peux plus voyager, etc. Mais il ne se rend pas vraiment compte du stalinisme. Moi, je pense qu'on est toujours dans un retard, de toute façon, de là, si vous voulez.
on voit Benjamin avec les yeux d'aujourd'hui. Le recontextualiser, si vous voulez, dans des époques, en tant que juif, en tant qu'exilé, en langue allemande, enfin, arriver, si vous voulez, à pénétrer un peu dans cet espace, comme j'ai dit, comme une enquête, il faut essayer de revenir là-dedans. Alors, des fois, on regarde un film de l'époque, ça nous permet de situer comment on se pense. Donc, par rapport au journal de Moscou, il écrit un essai pour une revue allemande, qui s'appelle Moscou aussi, 50 pages à peu près. Alors là, il est beaucoup plus objectif et beaucoup plus politique, tandis que dans le journal, il est plus personnel. C'est quand même pas Gide, hein, et c'est peu de temps après. Gide, il aurait pu voyager comme ça. Hein. Là, ce n'est qu'en 26. On est en décembre 26. Oui. Enfin, je veux dire, on ne connaissait pas les camps encore, hein, tout ça. Non, on ne connaissait pas, mais il n'a pas ce vue-là. Il a un regard. Enfin, depuis le journal, c'est des couches c'est un journal intime où il parle. Justement, c'est le seul texte, je crois, qui parle. Comme il dit, Moscou est une forteresse. Asia est une forteresse, mais Moscou est une forteresse. Voilà, oui, mais il fait aussi des exercices dans ce journal pour les publications il a besoin de publier. Hein. Il est dans on le refuse pour l'article sur Goethe dans l'encyclopédie. Donc il a beaucoup d'espoir. Il doit travailler. Il est entretenu. Hein. Il utilise le journal pour écrire son article, son essai sur Moscou. Mais il n'a pas... Il y a des passages, hein, on pourrait faire une lecture du journal de Moscou, où il voit des choses. Hein, il critique aussi. Il voit que surtout les artistes, hein, il voit surtout la restriction des libertés de la presse, des artistes. On lui dit de faire attention, de ne pas dire tout ça. Il revient de toute façon très sceptique. Hein. De Moscou, hein, par rapport au communisme. C'est sûr. Et tout passionné qu'il est pour cette femme, il prendra des distances hein, après le retour. Apparemment, oui, je pense. Pas avec Acha, mais avec... Progressivement, en dépit de l'influence de Brecht, quand même, qui va avoir au Danemark et tout ça, avec lequel quand même, ils maintiennent toujours une tension de questionnement autour de ça. Oui, mais Brecht le critique tellement, Adorno le critique, oui. Il dit c'est pas un vrai marxiste. Il mélange le judaïsme, il mange tout. Hein. Oui, ça, Brecht n'est pas du tout d'accord avec lui. Hein. Il y a Brecht qui a un œil critique sur sa relation avec Scholem, parce qu'il y a Scholem qui ne veut pas qu'il soit avec Brecht. Oui. Il ont une idée inclassable. Il se garde aussi une ouverture comme ça. C'est pas seulement une ouverture, moi j'ai l'impression que c'est un véritable questionnement. Il cherche, il ne veut pas se laisser enfermer, et du coup il est en marge de tout. Il n'est jamais au centre. Il est en marge et puis il est toujours aussi en train de... Non, mais il est un peu égoïste, individualiste. On voit, là, si j'adhère au Parti communiste, il va falloir que je m'embrigade et je ne pourrai plus voyager, je serai plus libre. Et il le dit souvent, ça, il s'interroge. Avec Reich. Oui. Avec le mari d'Asia. C'est un drôle de document, là, ce journal de Moscou. Oui, il y a beaucoup de choses à dire. On pourra en parler au Café Philo la prochaine fois. Je pourrais faire le compte rendu de cet article sur Moscou. Lui-même, si vous voulez, à un moment donné, continue, il se décrit dans une indécision pathologique, je trouve le terme. Donc, c'est un personnage qui... Enfin, prenons ces termes pour s'écrire. Il est conscient quand même de ça démarre. C'est-à-dire que la capacité de recul, de distance, pour être un peu brechtien, si vous voulez, sur à la fois ce qu'il évoque et sur l'évocation qu'il fait là-dessus. Il n'est pas dupe. Alors, c'est pas psychologique, c'est difficile de savoir, évidemment, quand on est assis dans l'indécision. Hein. Mais il est capable, si vous voulez, quand même d'avoir ce recul. Après, comme il est effectivement probablement dépendant de certains types de publications, il est possible qu'il ne soit pas totalement entier dans ce qu'il a dit. Compromis. Voilà. La raison du refus pour l'article sur Goethe est très étonnant, parce qu'on lui reproche d'avoir trop parlé de la condition
matérielle de Goethe, enfin d'avoir une approche influencée par Lukács sur l'interprétation du personnage écrivain de Goethe. Donc une approche marxiste. Et ça, c'est pour ça qu'on lui refuse l'article à Moscou. Il rapporte ce refus-là, qu'on fait à Reich. C'est Reich, l'homme qui vit, le mari. Son mari se marie. À cette époque-là, ils ne sont pas mariés. Oui. C'est un drôle de triangle qui vivent là-bas. Et aucun des deux n'a de relation avec Assia d'ailleurs. Jamais l'éros n'apparaît. Ah si. Enfin, si, il apparaît à la Benjamin, c'est-à-dire il apparaît de temps en temps, enfin là dans les passages qu'on a les baisers, c'est tout. Oui, voilà. C'est l'éros à la Benjamin, je dirais. Elle se couche sur son lit, à un moment, il y a une scène sur le lit. Ça ne va pas beaucoup plus loin, mais c'est... Enfin, moi, je trouve ça assez fascinant, et je trouve que dans ce texte-là, il y a le personnage de Benjamin. Là, on a fait, à la demande de Louis Lavant, j'ai fait un collage de tout ce qui parle uniquement de cette relation-là, avec cette fille et Reich, bien sûr, parce qu'il est forcément lié. Et apparaît derrière ça, je trouve, vraiment la silhouette d'un homme qui laisse libre, pour une fois, parce que ça a nulle part. Il est allé aussi loin dans la description de sa relation avec une femme. Mais l'aspect du trio, il l'a déjà vécu avec Dora et Julia. Il n'en parle pas. Il y a eu les Jeux légimes, il y a eu beaucoup d'histoires autour de ce trio-là. Mais là, ça revient tout le temps chez lui. Et c'est des drôles parce que Reich, il dort chez lui. Dans sa chambre. Il vit avec un fou à Moscou, donc ça l'arrange que Benjamin a une chambre d'hôtel, donc Reich, il dort chez lui. Puis il essaye quand même tout le temps de choper Assia seul. Mais c'est difficile avec son... Mais c'est Reich qui le fait venir, qui vit bien parce qu'elle est mal. Ils ont quand même beaucoup de discussions intellectuelles sur le théâtre, etc. Ils ont des conflits, à un moment ils ne s'en parlent plus, puis ça l'énerve un peu, qu'il vienne dormir chez lui. Mais c'est une... Et ça, tout ça, bon, quand on en parle, ça devient très banal, nous, comme ça. Mais tout ça dans cette langue de Benjamin, avec ses regards toujours un peu décalés et très 19e aussi quand même. 19e, c'est là le sens unique qu'il a fait, qu'il a dédié à Assia, c'est le livre du surréaliste allemand à cette époque. Il n'y en a pas d'autres. C'est le seul qui rentre dans cette catégorie-là de façon aussi loin. Mais sinon, il a cette façon de décrire qui est complètement déroutant. Enfin, moi, je trouve ça complètement déroutant. C'est vrai que ce trio, on le retrouve avec Nietzsche et Lou Andréas Salomé, Paul Ré. On trouve cette espèce de dimension singulière. Oui, enfin, ce genre en particulier. Après, Jules Gym, c'est une autre... Enfin, c'est quand même... Ouais, le père de Stéphanie Seyne. Jules Gym, c'est le père de Stéphanie Seyne. C'est ça, c'est Franz Seyne. Donc Franck Kessel qui a fait un peu découvrir Paris à Voltaire, et qui... Ensemble, ils ont traduit les 3 premiers épisodes de La Recherche du temps perdu. On a perdu un tome, je vois une traduction, on a perdu un des tomes. Ouais. Écoutez... On vient, déjà, quand il revient de Moscou, c'était quand même... Bonsoir. C'était quand même très dur pour lui, parce que il attendait quand même plus de cette relation. Il faisait moins de 26, enfin, Assia, elle est quand même vraiment très Il n'a pas dure. les vêtements pour le froid. Il va retrouver Yulia Kohl, qui est mariée. Kohl, c'est déjà... son ami d'enfance, oui. C'est le frère de sa première fiancée, je crois qu'il avait. Mais il va la retrouver. Donc c'est aussi ces années 20, 30 à Berlin, c'est une certaine liberté amoureuse, on peut dire, je ne sais pas si on peut appeler ça,
qui est quand même très répandu. Il y a non pas Andrea Salomé, l'autre qui fait des poèmes. Parce qu'il y a, disons, toute la sphère artistique à Berlin vit ainsi de façon assez normale. C'est pas, je ne sais pas si la bourgeoisie berlinoise, comment ça se passe, mais on a beaucoup de témoignages des artistes à cette époque qui sont... on se lit, on se sépare, on vit à trois, et ça, c'est assez... c'est pas Benjamin et ce couple-là, hein, c'est quand même dans l'air du temps. C'est singulier, quoi, effectivement. Bon, à la même époque, il y a Henri Miller qui écrit Sexus. C'est un peu... c'est pour ça qu'effectivement, quand il est dans les rapports avec le collège de sociologie, qu'on voit Bataille pendant... Enfin, c'est ce rapport singulier qu'il peut avoir aussi avec des gens comme Bataille, Calgary, qui, eux, ont une autre façon française de ce rapport à l'éros, hein, puisqu'on avait développé la dernière fois un peu la question de la pulsion d'éros, de la pulsion de Thanatos, qu'on ne va pas reprendre. Bon, on a à peine évoqué, si vous voulez, le début de l'enquête, c'est pas fini, on commence. Le début de l'enquête. Donc, si vous voulez, pour conclure un peu ce qui n'est pas, puisque je n'ai pas abordé Borges, puisque c'était à propos de la bibliothèque de Babel, puisqu'on n'a pas abordé la question des... On n'a pas l'image, c'est important, la bibliothèque de Babel. Il y a des bibliothèques et des catégories un peu de la physique que j'aurais pu proposer à propos justement de la notion de chaos aussi. Comment apparemment dans un chaos de l'ordre se constitue. Et comment... Ça fait 3 mois que je travaille là-dessus. Comment ça me paraît plus apparent. C'est-à-dire, alors l'idée d'une enquête, si vous voulez, je termine là-dessus, qui est celle que je m'autorise doucement à faire, lui-même, il le dit à propos de Proust, et de lui-même l'image du détective privé, donc, qui est difficilement, à part le Chevalier du Pain chez Pau, dont nous n'avons pas parlé, je voulais parler de L'Homme des Foules, mais pour terminer là-dessus, si vous voulez, cette enquête est un peu, enfin pas un peu, ce que fait Orson Welles, si vous voulez, qui du reste a adopté Kafka. Je n'avais jamais appris sur son film, peut-être maintenant que je connais Benjamin, j'essaierai de voir le film d'Orson Welles. Dans Monsieur Arcadine, dans tous ses films, puis une enquête sur lui-même. Il y a une enquête qui se fait sur soi-même. Et c'est un peu ce qui se passe sur les textes dont il parle. Moi, j'ai pas eu le temps de vous parler de Bierce une autre fois, mais de L'Homme des Foules, il faut lire ce texte d'Edgar Poe, qui est donc un personnage qui va se mettre à poursuivre un autre personnage, un vieux monsieur, dans les foules, en permanence, obsessionnellement. Peut-être un criminel et qui est lui-même. Et ce personnage est un pendant de notre texte d'Edgar Poe, qui s'appelle William Wilson, qui est un peu la même chose, où un même personnage court après notre personnage, et à la fin ils se battent en duel, et il y en a un qui tue l'autre, c'est-à-dire, on peut dire, c'est difficile de savoir comment il se tue. Et donc cette espèce d'enquête sur soi-même, si on prend l'aspect comme ça, par des biais divers, c'est-à-dire quand il fait le détour sur Baudelaire ou sur Proust, et que c'est un peu lui-même, et qu'il rencontre Albertine, enfin, c'est assez troublant de voir comment ces éléments de l'enquête se mêlent. C'est pour ça que quand j'ai commencé à m'autoriser avec bonheur à pénétrer dans cet univers de Benjamin, je découvre à peine, je disais, moi je le fais à la méthode de Philippe Marlowe, la chambre, je disais à mon élève, prends ma bouteille de whisky. On part au hasard, on finira peut-être par trouver la question. Et donc, effectivement, chaque fois, on est confronté à des personnages, à des questions, à des passages. Bon, le passage, pour l'instant, si vous voulez, pour terminer, ce qu'il semble décrire comme s'il... Alors là aussi, les passages ont été un peu restaurés. D'ailleurs, Lacoste dit qu'il est en partie par Chirac, indirectement, à Paris, de temps en temps, il y a des passages qui ont été restaurés. Alors, les passages tels qu'ils étaient au 19e, on voit le commerce se mettre en place. Donc, comme j'ai vécu à Andorre, je peux faire une comparaison que je ne vais pas faire ici, hein, ou dans les souks. Comment aujourd'hui, on va tous au supermarché, je parle pour moi, je suis pas mon seul, enfin, c'est quand même, et que tout ça se dessine d'une certaine façon. Le dedans, le dehors. Mais ce qui est singulier, c'est que quand il décrit l'arrivée dans ces passages, dans ces imaginaires, cette fantasmagorie, il le décrit, comme la porte d'une tombe antique.
et comme d'un rapport à l'univers de Dante, qui est aussi la ville. On est toujours au bord de cette question un peu d'enfer, de quelque chose comme ça, et qui est une sacrée question pour tout ce qui encore se joue, si vous voulez, sous ces registres-là. C'est-à-dire, quelle est cette chose-là qui pousse à cette espèce de détruire quelque chose qui commence à être en place et qui va être détruit, ainsi de suite. C'était cette chose qui revient chez lui, qui est assez troublante, sur la question des ruines, et dont la dernière image que j'avais, qui était un prétexte aussi à évoquer ça, parce qu'on n'a pas parlé, j'avais repris le travail de Picasso sur Guernica, c'est le bombardement de Dresde. J'ai plus les dates, fin avril, je crois, 1945, où des bombardiers américains vont détruire une ville, et donc il y a cette image que je t'avais demandé de montrer. Le Popelman, qui est terrible. On voit les ruines de Dresde. Les chiffres, une horreur, les chiffres. Guernica, 1600 morts, c'est une horreur absolue. Dresde, les chiffres, on ne les connaît pas. Officiel, 30 000, 300 000 morts en France. Il y a deux références que j'ai lues il y a très longtemps, d'un livre de Karl von Witt Jr. qui s'appelle Abattoir numéro 5, qui traite du bombardement de Dresde, et un film d'un Américain de 72 qui s'appelle Abattoir numéro 5, qui garde encore cette force terrible de ce moment. On ne parle jamais. On a sauté un peu, on est arrivé jusqu'à Hiroshima, mais ces horreurs qui aujourd'hui sont présentes tous les jours, je ne sais pas, ça quand même doit nous... Enfin, on ne peut pas être toujours attentif et revoir comment cette force de l'histoire particulière telle qu'il la représente en voyant comment du passé des choses actuelles, si vous voulez, se présentent. Et on peut le voir aussi, si vous voulez, pour les villes. J'étais en Chine il y a très longtemps à Shanghai, j'ai vu la Chine. Et puis aujourd'hui, avec le décor que c'est, et ça a été un peu le cas avec Haussmann, c'est-à-dire une espèce de ville-décor qui a d'autres raisons que le décor, qui a aussi le fait d'éviter, ainsi de suite, est une question, il y a beaucoup de questions qui sont à peine, que j'ai commencé vaguement à vous soumettre. Merci de vos interventions. D'une seule main, comme disait dans le Coran, le beau d'une seule main. Bon, j'ai à peine évoqué un peu le début, comme je ne savais pas de quoi j'allais. Enfin, merci à vous de m'avoir un petit peu apporté de l'eau. Ce serait intéressant, ça donne envie d'aller voir dans Je déballe ma bibliothèque pour savoir si tous les auteurs dont tu parles, ils sont dans cette liste, s'il les a lus. Alors, il n'a pas lu. Alors, si je vous lis, par exemple, si je prends pour terminer, si je prends le cas de Bierce, je ne pensais pas que, parce que, si vous voulez, au fur et à mesure que je faisais l'enquête, je pensais à des auteurs que je ne savais même pas qu'ils pouvaient y avoir lu. Donc, si vous voulez, je vais vous lire simplement trois lignes sur Bierce. Et en fait, il n'a pas lu totalement. Je n'ai pas le titre exact, puisque ça a été adapté au cinéma avec le titre La rivière du hibou. Et il y consacre. Ça prend une seconde. Et clairement, il n'a pas lu totalement. Mais c'est pas. Il y a des choses, Mais effectivement. Voilà. Il parle de l'auteur, Wirth, et il dit on trouve chez Wirth la même inspiration que celle qui a permis à Wirth, comme j'en ai parlé ici, enfin personne ne connaît ça. Il y a la gueule qui peu importe, c'est pas le problème. D'inventer le grandiose récit du bandit que l'on pend et qui vit à l'instant de sa mort la fuite qu'il arrache à ses bourreaux. En fait, c'est pas vrai. Le récit lui-même, vous pouvez le trouver sur Internet. Je l'ai regardé l'autre jour pour être sûr, en version anglaise et française. Et vous voyez comment la durée du temps où la corde du pendu, quand il va tomber dans la rivière, moi j'ai le titre anglais, c'est pas important, ça a été adapté au cinéma par Robert Naveco. C'est ça. Qui a été le texte que j'ai présenté. On m'a fait présenter au CAPES d'anglais. Oh, madame, vous en ferez l'honneur. La prochaine fois, si on se revoit, vous nous en parlez parce que j'avais acheté. C'est extraordinaire. Occurrence.
An Event at Our Creek. C'est ça, un event. Et Robert Henry. Vous avez vu le texte, il est super, ce C'est film. le texte que j'ai dû présenter quand on fait l'oral du CAPES, quand je présentais le CAPES d'anglais. Ah, C'est d'accord. le texte que je devais présenter au jury. Voilà, c'était mon jury de CAPES. C'est un très beau texte. J'ai adoré, j'ai vous voyez, madame, qu'il n'a pas lu jusqu'à la fin. Même si c'est pas important. Mais comme quoi. C'est très très beau. Et quand j'avais présenté ce texte à l'oral du CAPES, je le voyais en termes cinématiques. Je le voyais en film. Vous avez vu le film de Et ensuite, mais des années plus tard, parce que moi j'ai passé le CAPES en 1962. Ah, ben c'est l'époque où il est. Et le texte, le film de Enrico, après, bien après. Très peu. Enfin, quelques années après. Oui, bien sûr. Et j'étais après. Oui, bien sûr. Et bien sûr, Robert Enrico, il l'a fait le film, parce que je le voyais moi en film. Et en lisant ensuite, en présentant devant le jury le commentaire de ce texte, je voyais le cinéma d'Orson Welles.